Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Une demi-heure pour décrypter les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci de 17h à 18h avec Planète Marché, avec un décryptage un peu global de l'actualité économique, politique et surtout financière. Et au sommaire de cette édition, Christopher Waller avait tempéré l'espoir des marchés de voir la Fed changer de stratégie à la suite de la publication du chiffre de l'inflation pour le mois d'octobre plus faible que prévu, publié donc jeudi dernier. Laël Brainard a de son côté laissé entendre hier dans une prise de parole qu'il pourrait être envisageable de procéder bientôt à des hausses de taux réduites, tout en rappelant bien sûr que la politique monétaire de la Fed devrait continuer à se montrer restrictive tant que celle-ci n'aura pas la certitude chiffrée que l'inflation évolue dans un mouvement pour revenir vers son niveau cible de 2%. Le marché price de son côté une prochaine hausse de taux de 50 points de base. Nous reviendrons sur ce scénario et sur la réaction des marchés à ce chiffre d'une inflation aux États-Unis à 7,7% en octobre avec nos invités donc dans un instant. Nous reviendrons également sur le dossier Chine dans un contexte d'assouplissement de la politique zéro Covid donc menée sur le territoire chinois, mais aussi de la découverte progressive de mesures de soutien à l'économie chinoise de la part du gouvernement. Parmi elles, un accès au crédit facilité pour les promoteurs immobiliers en difficulté afin de leur permettre de reprendre ou de finir les chantiers actuellement en suspens. La Chine, qui on le note également, affiche une production industrielle en progression de 5% en annuel pour le mois d'octobre, une progression en deçà des attentes des analystes et qui marque un recul par rapport à la vigueur constatée au mois de septembre. Nous reviendrons également dans Smart Bourse sur le revirement du gouvernement chinois vis-à-vis de son économie. Et enfin, à noter parmi les actualités boursières ce matin que l'indice ZOO qui mesure le climat des affaires en Allemagne remonte légèrement pour le mois de novembre. Celui-ci s'était établi à moins 59,2 points en octobre et était attendu juste en dessous de moins 50 points par le consensus. Il se hisse finalement à moins 36,7 points, témoignant d'un espoir d'une retombée prochaine de l'inflation. Il n'en reste pas moins qu'à son niveau actuel, l'indice ZOO continue à témoigner de perspectives de croissance défavorables pour l'économie allemande. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite cette édition de Smart Bourse avec un décryptage de l'actualité économique et financière. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés au téléphone par Juliette Cohen, stratégiste chez CPRAM. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Merci de nous accompagner dans Smart Bourse. On va commencer par évoquer le sujet qui anime les marchés financiers depuis vendredi, mais surtout depuis hier. C'est les décisions du gouvernement chinois prises en faveur d'un assouplissement de la politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois, mais aussi en faveur ou en tout cas en soutien à son économie et plus particulièrement au marché immobilier chinois. Première question, quel impact ces mesures peuvent avoir selon vous sur l'économie chinoise et dans un second temps, quel impact peuvent-elles avoir sur l'économie mondiale, Juliette Cohen ? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que les chiffres d'activité qui ont été publiés ce matin pour le mois d'octobre montrent un nouveau ralentissement par rapport au mois de septembre. Donc, c'est toujours relativement inquiétant et ça montre quand même une relative atonie de la demande intérieure chinoise. Alors, c'est probablement un des éléments qui explique les dernières annonces qu'on a pu avoir, notamment sur le recalibrage de la politique du zéro Covid. Alors, ils ont assoupli les conditions d'entrée dans le pays, puis les durées de mise en quarantaine. C'est difficile pour l'instant d'évaluer l'impact sur l'économie chinoise, d'autant plus qu'on a quand même une flambée des nouvelles contaminations qui oblige à une certaine prudence, parce qu'on sait qu'on a une population âgée qui est peu vaccinée, qu'elle est vaccinée avec des vaccins qui sont peu efficaces et qu'il y a des capacités sanitaires qui sont quand même relativement limitées. Donc il faut voir si on va avoir une ouverture très progressive ou pas face à
la stratégie zéro Covid. Donc c'est ce qui m'amène un peu à atténuer en tout cas l'impact que ça peut avoir à court terme sur l'économie chinoise. Mais alors, il faut quand même dire, oui. Juliette Cohen, pardon, je vous laisse continuer. Oui, il faut quand même dire que cette inflexion est quand même un élément positif. C'était quelque chose qu'on attendait depuis quand même un certain temps. Alors justement, vous dites qu'on l'attendait depuis un certain temps. Il y a encore une semaine, c'était des rumeurs et des rumeurs démenties par le gouvernement chinois, alors même qu'on parlait d'une réouverture potentielle en mars. Et j'ai envie de dire, la sphère financière a quelque peu été pris de court de se rendre compte que ces mesures ont été prises aussi rapidement. N'y avait-il pas urgence quelque part pour la Chine d'agir sur son économie et d'agir pour faire revenir des investissements sur son territoire ? Il y avait vraiment urgence à agir pour soutenir l'économie qui est vraiment très très impactée par cette stratégie zéro Covid, par aussi les difficultés du secteur immobilier. Et il faut rappeler qu'il y a vraiment eu une très forte chute des flux d'investissement direct entrant dans le pays au troisième trimestre. Donc ça aussi, ça a probablement amené les autorités chinoises à assouplir leur discours sur la politique zéro Covid. Alors toujours sur le sujet Chine, Xi Jinping et Joe Biden se sont rencontrés hier. Il y a cette idée de maintenir une communication entre les deux pays, entre les deux chefs d'État, peut-être d'assouplir là aussi les relations entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on peut y voir un impact, un lien avec la politique menée en Chine actuellement et un impact sur les marchés financiers ? Alors, ça a été aussi salué, c'est sûr, c'est un signe d'apaisement après les tensions qu'on a connues, notamment cet été. Et puis, il y a eu quand même des éléments forts quand Biden a dit qu'il ne voulait pas d'une nouvelle guerre froide. Donc, il va falloir voir si ça marque vraiment un tournant dans les relations entre ces deux puissances. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a quand même un engagement de reprendre la communication sur un certain nombre de sujets importants, notamment le changement climatique. Ils étaient revenus dessus au moment des tensions sur Taïwan cet été. La sécurité alimentaire aussi un des sujets de coopération entre les deux pays. Néanmoins, on garde quelques gros sujets de désaccord qui sont toujours très impactants sur le commerce et sur le secteur de la technologie, notamment les semi-conducteurs. Donc il faudra voir comment tout cela évolue. Est-ce qu'il n'y a pas également, alors je reviens sur ce sujet d'urgence ou de nécessité, dans un contexte politique tendu entre la Chine et les États-Unis, on aurait pu se retrouver dans une situation avec moins de fonds américains ou moins d'investissements américains en Chine. Est-ce que là aussi, il n'y a pas nécessité de part et d'autre, de toute façon, de réchauffer ces relations politiques pour agir pour des bienfaits économiques de part et d'autre, Juliette Cohen ? Oui, il y a clairement une nécessité. Et d'ailleurs, ce qui avait fortement étonné, c'est qu'on taxait toujours la Chine d'une certaine forme de pragmatisme économique et que pour la période récente, le président Xi n'en a pas fait preuve. Donc c'était vraiment un élément qui changeait par rapport à ce qu'on observait habituellement. Et là, il y a peut-être un retour à ce pragmatisme économique du fait de chiffres qui sont vraiment qui sont relativement inquiétants sur l'activité domestique et puis aussi face au chômage qui reste élevé et qui notamment est très élevé pour les jeunes. Alors un mot encore sur la Chine, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais je vous repose quand même la question, cette ouverture de l'économie chinoise vient-elle remettre en cause des scénarios économiques pour 2023 par exemple, ceux que vous avez chez CPRAM ? Alors pour l'instant non, parce que on voit qu'on est quand même dans une phase de très forte accélération des contaminations Covid. Donc on attend de voir comment les autorités chinoises vont pouvoir coupler, un assouplissement de leur politique sanitaire et cette vague Omicron qui est quand même relativement forte.
Un mot à présent, Juliette Cohen, donc de la stratégie de la Réserve fédérale américaine. Je trouvais intéressant d'avoir votre éclairage sur le sujet. Le chiffre de l'inflation pour le mois d'octobre, publié jeudi dernier, laisse entendre en tout cas que le pic de l'inflation pourrait être derrière nous. J'en parle au conditionnel. En tout cas, c'est la façon dont l'ont vécu les marchés financiers jeudi et vendredi dernier. On a entendu Christopher Waller ou Lael Brainard expliquer que la stratégie de la Fed continuera à être restrictive, même si effectivement on pourrait faire face à un changement de tempo. Est-ce que les hausses de 75 points de base sont selon vous derrière nous, Juliette Cohen ? Alors c'est vrai que le chiffre d'inflation d'octobre a marqué vraiment le premier signe d'un réel ralentissement de l'inflation américaine. Il me semblait intéressant dans la déclaration de Lael Brainard hier, elle disait qu'il serait bientôt approprié d'aller vers un rythme de hausse plus lent. Elle mettait aussi l'accent sur le marché du travail qui est très inhabituel, avec d'un côté des embauches et des emplois vacants importants et en même temps des licenciements, notamment dans la tech. Donc elle remet, je dirais, le suivi le marché du travail dans l'équation, et donc ça plaide probablement pour un ralentissement du rythme de hausse de taux. Après, elle rappelle que les chiffres d'inflation de novembre vont être très très importants, donc ils seront connus avant la réunion de décembre, donc ça sera vraiment un des éléments qui jouera dans la décision de la Fed. On sait que la composante logement de l'inflation est très imprévisible, mais il y a deux composantes, les prix des voitures et l'assurance santé, qui ont contribué significativement à la baisse du corps CPI en octobre. Il faudra voir si c'est encore le cas en novembre. A priori, ça devrait être le cas. Donc tout dépend. En tout cas, ce chiffre d'inflation sera très important pour la décision de la Fed. Donc ce chiffre d'inflation sera très important, mais si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faudra pas oublier de regarder le chiffre de l'emploi aux États-Unis, qui lui aussi a toute son importance et qui va potentiellement driver, ou en tout cas influencer lui aussi, peut-être un peu plus que ces derniers mois, la décision de la Fed. Oui, tout à fait. Un mot peut-être de la réaction des marchés. On a vu une euphorie jeudi et vendredi sur les marchés financiers, un petit peu temporisé hier. Les marchés ont-ils crié victoire trop tôt, Juliette Cohen ? Alors, les marchés ont réagi de façon vraiment très très forte. Nous avions un scénario où on envisageait un pivot de la Fed qui s'accompagnait d'une détente des taux et d'une hausse des marchés actions. Mais là, vraiment, le mouvement a été très rapide et très fort. Et ça nous amène plutôt à être un peu plus prudents et à prendre un peu de bénéfices sur les expositions actions notamment. Et on a aussi un peu abaissé la sensibilité taux des portefeuilles diversifiés. Donc, voilà, un peu de prudence après ce fort mouvement. Et alors un mot pour finir des élections à demi-mandat aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'elles ont été beaucoup commentées avant qu'elles se tiennent de par l'impact qu'elles pourraient avoir sur les marchés financiers. On a l'impression que dans son état actuel, le Congrès ne fait pas peur aux marchés financiers. Les démocrates ont gardé leur majorité au Sénat. Le sujet est toujours en cours pour la Chambre des représentants. Et on se souvient que Donald Trump, la semaine dernière, avait annoncé qu'il ferait une grande annonce cette semaine. C'est aujourd'hui normalement qu'il la fera. J'ai envie de vous poser la question de but en blanc. Est-ce que c'est un événement pour les marchés financiers ou est-ce que c'est un non-événement pour les marchés financiers ? Il me semble pas que ce soit vraiment un événement pour les marchés financiers. Ce que l'on peut dire juste sur ces élections de demi-mandat, c'est que pour le Sénat, ça permettra aux démocrates de garder, je dirais, un poids pour les nominations, notamment de juges fédéraux à la Cour suprême ou pour la Fed. Sur la Chambre des représentants, c'est très incertain et ils auront, s'ils n'ont pas la Chambre des représentants, ils auront peu de marge de manœuvre sur le budgétaire. Le risque qu'on peut avoir, c'est d'avoir des shutdowns à répétition dans les mois qui viennent. Voilà, c'est vraiment, je dirais, l'impact principal que je vois d'une Chambre qui basculerait légèrement côté républicain.
Donc le statu quo permettrait, si je caricature, de ne pas trop faire bouger les lignes budgétaires, mais avec un risque quand même de shutdown pour l'économie américaine. Voilà. Merci beaucoup Juliette Cohen de nous avoir accompagnés à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez CPR Asset Management. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous voici de retour dans Smart Bourse. Alain Bokobza est avec nous pour continuer à décrypter les enjeux économiques et financiers ensemble. Bonjour Alain Bokobza. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes responsable allocation d'actifs mondial chez Société Générale CIB. Et nous avons le plaisir de vous recevoir dans Smart Bourse tous les 2 mois à peu près. Nous sommes actuellement mi-novembre 2022, à 1 mois et demi de la fin de l'année 2022. Et le contexte économique mondial pose beaucoup de questions. L'économie mondiale repose selon vous sur plusieurs pivots, dont le premier d'entre eux est bien sûr la Réserve fédérale américaine et l'évolution de sa politique monétaire. Si on commence par la Réserve fédérale, on pourra évoquer également le sujet de la Chine ou encore potentiellement le sujet d'un risque systémique dont on a pu voir une courte illustration au Royaume-Uni il y a quelques semaines. La statistique d'inflation publiée jeudi dernier a-t-elle fait évoluer vos scénarios sur le timing, le tempo de la Fed et cette Fed en tant que pivot des marchés financiers? La dernière statistique renforce l'idée qu'on imaginait, on est maintenant à la veille de 2023, donc on va allonger un peu l'horizon temporel. Bien sûr. Et aux États-Unis, il y avait 4 points dans ce qu'on appelle le pivot. Il faut rentrer un peu plus de façon granulaire désormais. Les taux d'intérêt obligataires, qui font partie de l'équation des marchés mondiaux, entre 4 et 4,5%, ils ont déjà atteint un point haut. Et la direction qu'on va prendre d'ici fin 2023, c'est une récession. A priori, elle sera modérée. J'ai rarement vu les taux obligataires ne pas baisser dans une période qui précède l'entrée en récession d'une économie. Donc, de fermement ancré, parmi les éléments qui pivotent aux États-Unis, on a déjà fait un point haut sur les taux des obligations d'État. D'accord. A déjà été annoncé de façon très ferme par les dirigeants de la Réserve fédérale américaine le fait que l'incrément dans les hausses de taux va diminuer. On était à 75 points de base depuis quelques temps, on va passer à 50, à 25 et à 0. Donc on a la perspective du troisième élément. Donc ça c'est déjà annoncé. Il n'y a pas de débat à savoir si ça va être fait ou pas, sauf à ce qu'ils se dédisent. C'est toujours possible. Bien sûr. Mais la dernière statistique d'inflation va dans le sens de confirmer ce qu'ils ont annoncé. Donc on va aller vers 50 points de base. Et 25 et 0 derrière. Le troisième élément du pivot américain, c'est la prochaine fois qu'il y a une réunion de comité monétaire, il n'y aura plus de hausse des taux. La fois d'après, l'incrément était égal à 0. Le quatrième point, c'est le début de la baisse des taux qu'on voit pour plutôt la fin de l'année 2023. Donc 2 points qui ne sont pas encore d'actualité. Il y en a 2 qui sont déjà faits. D'accord. C'est-à-dire que quand on parle du pivot, est-ce qu'on va l'avoir ou pas, il y a la moitié du pivot qui est déjà fait. Les taux obligataires américains sont essentiels sur le panorama d'investissement, pour les monnaies, pour les marchés obligataires, pour les marchés d'actions, pour le marché du crédit, c'est essentiel. Et donc là, on pose une hypothèse qui est extrêmement importante, qu'on a déjà fait le point haut sur les taux obligataires, que dans les cartons, on a la réduction de l'incrément, donc poursuite des hausses de taux, mais à des vitesses moins vite. Et derrière viendra ce qu'on appelle le plateau, donc arrêt de la hausse des taux, qui va ouvrir la porte à la baisse des taux. Donc ça, c'est les éléments du pivot américain. Et le premier des conclusions, la première des conclusions qu'on peut apporter, c'est que les marchés obligataires aux États-Unis redeviennent attrayants. Si on parle de baisse des taux obligataires, on a du rendement aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 2 ans ou 3 ans, et que les taux courts arrêtent de monter à horizon prévisible, c'est bien pour les marchés obligataires. Donc les marchés obligataires redeviennent attrayants au détriment des marchés actions, ou c'est 2 choses à prendre de manière décorrélée? Alors, si on se dit que dans les trimestres à venir, l'élément cœur va être l'entrée en récession ou la perspective d'entrée en récession des États-Unis, de nouveau, il n'y a pas de raison qu'elle soit gravissime, cette récession, mais c'est quand même une récession. Il est probable ou certain que les attentes de croissance des profits ne seront pas au rendez-vous. Et donc d'être, après le rallye de 10% qu'on vient de se faire là, sur les 6 dernières semaines, de se dire que tout est bien, etc. Donc c'est avant tout un message obligataire qu'on lance, en se disant que dans cette route, dans ce chemin qui mène à la récession dans les 12 mois qui viennent, j'ai rarement vu les marchés obligataires
monétaire ne pas bien se comporter. Là, on est aux États-Unis, Bien sûr. avec des répercussions sur le reste du monde. Alors, deuxième pivot dont on parlait d'ailleurs en introduction et en première partie, c'est la Chine. La Chine qui a surpris il y a quelques jours en assouplissant sa politique zéro Covid, en soutenant son économie. Certains parlent même de plan de relance un peu déguisé. Où est-ce qu'on en est sur ce pivot, selon vous, Alain Bocobza ? Il y a un premier pivot qui a été fait en Chine qui, a priori, va éviter la japanification de la Chine. C'est un terme qu'on avait employé pour l'Europe en disant « elles sont où les réactions de politique fiscale et de réactions par rapport aux problèmes ambiants ?» Il n'y en avait pas et ça a mené à des choses assez désagréables. Donc là, pendant le congrès en Chine, qui a duré quelques temps et qui a été hautement médiatisé, ils n'ont parlé que de géopolitique et de politique intérieure. Oui. Voilà. Et on n'a pas entendu beaucoup le mot économie, soutien à l'économie, marché immobilier, etc. Donc là, maintenant, c'est un exercice du pouvoir qui est en circuit fermé, avec 7 personnes, dont le président Xi Jinping, qui décident de tout. Le Premier ministre va être changé au deuxième trimestre l'an prochain, on en connaît déjà le nom, c'est l'actuel maire de Shanghai, qui est un business friendly, je crois dit en franglais, qui est business friendly et business friendly. Et donc on commence à voir les premières annonces où ils équilibrent la communication, c'est là le pivot qui est déjà fait, en disant oui, ils vont s'intéresser à l'économie, ils font les annonces, et il y a 2 points essentiels, il y a le soutien au marché immobilier et la perspective de la fin de la stratégie zéro Covid. Ça, c'est le premier élément du pivot qui est déjà fait. Bien sûr. Ouais. Le deuxième élément du pivot, c'est les quantités. Et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de stratégie de vaccination, tant que les capacités d'accueil des personnes âgées sur les systèmes de soins intensifs, parce que quand on ouvre, il y a des cas et il faut les accueillir pour pas qu'il y ait trop de morts. Pour l'instant, ils ne sont pas au point. Donc il y a une stratégie d'ouverture qui va mener à d'autres décisions qui sont dans le domaine de système de santé publique. Donc il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions. En tout cas, il y a un plancher qui a été fait sur l'intérêt au mode économique par opposition à la géopolitique avec Taïwan ou aux politiques dans la relation américaine. Donc tout ça, c'est bien ancré. Ça date du Congrès, c'était déjà fait il y a un moment. Et donc là, il faut des annonces à coût de milliards et d'intérêt sur la politique de santé publique pour qu'on puisse avoir un espoir que cette économie redémarre beaucoup plus fort que ce qui est attendu. Donc là, c'est un pivot à moitié fait encore, mais le deuxième élément sera beaucoup plus impactant sur les marchés que le premier. Ça veut dire que de manière très concrète, on reste attentiste sur la Chine actuellement ? Non, c'est-à-dire que attentiste dans des marchés qui bougent comme ça, c'est compliqué. Je ne donne pas mon blanc-seing sur le fait de rester à observer les choses à la vitesse à laquelle ça se déplace. On a besoin de la conjoncture, on a besoin d'impulsions politiques, fiscales, de santé publique sur la stratégie de la zéro Covid, pas simplement pour faire l'annonce qu'ils vont s'intéresser à l'ouverture de la Chine, mais les mesures effectives crédibles. Et de nouveau, il y a des problèmes de vaccination, il y a des problèmes de disponibilité du vaccin, de tout le système de santé publique qu'il faut organiser pour accélérer la sortie qui est annoncée, mais c'est une annonce politique à ce stade. Donc il ne faut pas aller trop vite, il faut aller suivre les quantités de mesures. Pour l'instant, l'annonce politique est faite, maintenant il faut aller exécuter, et ça va prendre du temps. Alors, il y a un autre pivot dont on va parler, qui est la prise en compte du risque systémique par les banques centrales. Mais justement, on a parlé de la Fed. On constate un pivot de la part de la BCE ou c'est trop tôt pour en parler ? Un pivot, ça veut dire qu'on infléchit. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine direction dans les annonces. C'était le resserrement monétaire avec la hausse des taux, avec l'affadissement du programme d'achat jusqu'à 0. La prochaine annonce de la BCE, c'est de continuer à monter les taux à des vitesses et des incréments importants. Et de mettre en place ce qu'on appelle le quantitative tightening, c'est-à-dire non seulement d'arrêter d'injecter, mais de commencer à réduire la taille du bilan, comme la Réserve fédérale américaine l'a déjà fait, l'a déjà annoncé et exécuté. Donc ça reste à faire. Donc pas de pivot de la part de la Banque centrale européenne. Au contraire, on va continuer la tendance d'annonces supplémentaires dans la quantité de resserrement monétaire. Ça, ce sera bon, et on l'a déjà vu, on a déjà commencé sur l'euro. Parce qu'à partir du moment où la dureté du message de la Banque centrale européenne reste fermement ancrée, alors que la Réserve fédérale américaine diminue un peu les quantités de resserrement, dans le relatif, on a vu l'euro, qui baissait depuis 10 ans,
commencer à bouger un peu. On a vu un élément de survie là, en disant peut-être qu'on n'ira pas à 0,8, mais voilà. Donc on a vu immédiatement dans cette analyse relative des pivots, vous voyez, le pivot est essentiel dans l'analyse des forces en présence dans les marchés. C'est la force relative du pivot américain est plus forte, donc l'inflexion vers moins de resserrement, alors que la BCE reste sur un mode où elle va continuer, où elle doit continuer d'annoncer. Alors il y a un pivot également dont il faut parler, c'est cette prise en compte du risque systémique par les banques centrales. On l'a vu notamment au Royaume-Uni lorsque la Bank of England est intervenue, allant même jusqu'à faire réagir Janet Yellen sur la nécessité de réaction face à la chute des marchés et notamment de la livre sterling. Toile de fond, 2023. On connaît des chiffres d'inflation souvent à 2 chiffres qu'on n'a pas vus depuis 20 ou 30 ans. Donc ça déstabilise, ne serait-ce que sur le plan social, dans la redistribution nécessaire. Ça met au travail les politiques fiscales, donc les déficits budgétaires, les dettes des États. Et en parallèle, la vitesse avec laquelle le resserrement monétaire s'est fait de façon généralisée, synchronisée partout dans le monde, provoque des tensions sur les liquidités. Et donc il y a du risque systémique qui apparaît. Vous avez vu très récemment un credit crunch qui s'est fait en Corée du Sud, ça paraît loin, mais c'est un très grand pays. Le marché immobilier est déjà à -20 en Suède, et la pente, elle n'est pas jolie, et le système bancaire est mis à mal. On a connu pendant 44 jours une attaque monstrueuse contre les actifs cotés, notamment les obligations d'État britanniques sous la direction de Madame Truss. Et effectivement, dans ce risque systémique, des décideurs, des banquiers centraux extrêmement alertes pour provoquer des pivots. La Banque d'Angleterre, qui avait une tonalité très dure, a immédiatement injecté. Donc ces pivots qui viennent du risque systémique, ils sont un peu partout. À partir du moment où les banques centrales sont dures, qu'elles vont continuer à resserrer la politique monétaire, ça peut provoquer des dégâts collatéraux qui peuvent mettre à mal les scénarios doux, de ralentissement doux, parce qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis et faire un atterrissage qui soit un petit peu plus dur que doux. Et se retrouver avec ou découvrir des effets de levier qu'on n'avait pas forcément anticipés sur les marchés. L'effet de levier, on sait qu'il est partout, il y a beaucoup de leviers on le sait trop bien. C'est ce qui provoque parfois des crises inutilement amples. Donc il y a des crises sur une toile de fond conjoncturelle classique. À ce stade, il n'y a pas de raison qu'elle soit ce ralentissement majeur. On peut aller vers une récession, mais qui ne sera pas majeure. Si on couple ça avec un risque systémique qui se concrétise, on a connu Lehman Brothers en 2008, ça a provoqué une correction de l'économie très profonde, parce qu'on faisait une crise économique en plus d'une risque systémique. Et les deux cumulés, c'est beaucoup plus grave que l'un ou l'autre. En conclusion, Alain Bokobza, rapidement, dans le contexte qu'on vient de dresser ensemble, qu'est-ce qu'on fait en matière d'allocation d'actifs ? Comment dire, on va mettre l'accent sur l'étape d'après. 2022 était une année compliquée où le prix des obligations et le prix des actions, le prix des obligations privées a baissé, le prix des matières premières a baissé dans la deuxième partie de l'année. Où la période qui s'ouvre devant nous est une période dans laquelle le risque conjoncturel s'accroît et le risque de resserrement monétaire va décroître, avec d'abord une séquence pour la Fed et ensuite pour d'autres banques centrales. Mais les marchés, cette année obligataires et d'actions, ont souffert du resserrement monétaire. Donc l'ouverture d'abord aux États-Unis avec le pivot américain va être essentielle. C'est déjà des choses qu'on communique dans notre stratégie d'investissement, avec des obligations, notamment américaines, en couvrant le dollar, parce que le dollar a déjà commencé à baisser et la prévision longue ne peut être qu'une poursuite à vitesse plus ou moins rapide du dollar américain. Merci beaucoup Alain Bokobza d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable allocation d'actifs mondial chez Société Générale CIB. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.